je vous en prie. J'essayais de m'épanouir pour liguer mes faits contre moi. J'essayais de me libérer de vous pour les révéler contre moi. Africa, 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 attends ma liberté. Africa, 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 attends ma liberté. Vous qui vous dites une nation chrétienne, nous sommes en Jésus-Christ, libre, plus bénis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous pensons pour continuer notre thème intitulé Le plan de Dieu pour l'Afrique. En d'autres termes, l'élection de Dieu sur l'Afrique. Alors la bénédiction, c'est que la fois passée, vous avez vu comment est-ce que nous avons commencé d'entrer en profondeur dans la véracité du message de notre Dieu à propos de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons continuer de vous présenter par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ les informations dont nous avons besoin actuellement, en cette période actuelle, qui est une période brûlante. Vous n'êtes pas sans ignorer que chez nous, en Afrique, nous avons des sérieux problèmes avec, d'un côté, la décision des autorités politiques occidentales qui tiennent en ce que les dirigeants qui ont mis du temps au pouvoir soient démis du pouvoir. Et vous savez, nous sommes tous des Africains. Ces propositions sont en train de séduire beaucoup des membres de nos populations. Et nous ne disons pas qu'ils ont tort. Nous disons qu'ils ont raison parce que nos autorités dictatoriales sont en train de réaliser depuis tout un cinquantenaire des choses qui ne tiennent pas debout. Ils ne travaillent pas pour la population. Ils ne sont pas d'accord avec le relèvement de la civilisation de l'Afrique subsaharienne. Ils ne sont pas d'accord avec la modernité que nous devrions être l'objet si et seulement si nos dirigeants dictatoriaux n'avaient pas préféré d'être oligarques et kleptocrates. Et donc aujourd'hui, je voudrais un peu parler à la population africaine. Parce que lorsque nous parlons de la dérive oligarchique et kleptocratique, beaucoup de personnes ne savent même pas de quoi est-ce que nous parlons. Nous sommes en train de recevoir des coups de téléphone, nous sommes en train de recevoir d'emails, des SMS sur les gens qui pensent que notre mission, notre but à nous, c'est de faire de telle sorte que nos dirigeants puissent demeurer au pouvoir, comme si nous étions les valets locaux des dirigeants qui sont en train de mal diriger nos États. Non, mes bien-aimés, tout cela n'a rien à voir avec le message que nous apportons. En fait, c'est vous qui ne faites pas le travail que vous devriez faire. Lorsque quelqu'un est en train de parler, par exemple, de l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, mais cherchez à comprendre par rapport au dictionnaire que signifie l'oligarchie. L'oligarchie signifie le pouvoir militaire de quelques personnes qui dominent sur toute une population. La kleptocratie signifie la tendance innée d'un dirigeant de voler et de piller l'héritage national d'un État. Déjà, quand je vous parle que j'ai écrit un livre, Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, vous n'allez pas me dire que moi je suis du côté des présidents africains, c'est tout à fait le contraire. Mon ouvrage qui a 2 tomes va vous dire le contraire. Je parle de comment vaincre le pouvoir dictatorial militaire entre les mains de quelques personnes qui dominent sur toute une nation. Je suis en train de parler de la kleptocratie qui est la dérive autoritaire dictatoriale des voleurs de l'héritage de toute une nation. Vous n'allez pas me dire que le message que nous apportons, c'est pour consolider les dictateurs au pouvoir. C'est tout à fait le contraire. Alors, vous qui nous envoyez des SMS
qui nous appelait, mais prenez aussi le temps d'élever le débat, d'élever le niveau du débat. Nous sommes en train de parler à partir de la France. Et le message que j'apporte est émis à partir de l'Allemagne. Donc, vous devrez savoir que nos auditeurs ne sont pas seulement les Congolais de Brazzaville, ou les Congolais de Kinshasa, ou les Africains subsahariens, mais les auditeurs sont de tous bords. D'abord, toute la diaspora européenne, américaine, océanique est en train d'écouter. Et donc, si par exemple, nos bien-aimés qui sont ici en Europe sont en train de se prétendre dire que nous travaillons pour le règne des oligarques et des kleptocrates, c'est tout à fait le contraire. Donc, vous élevez vous aussi votre niveau d'instruction, votre niveau de formation, votre niveau de compréhension du message que nous sommes en train d'apporter. Parce que nous combattons pour la libération de nos populations. Moi, je suis un homme du peuple, je vis parmi le peuple. Je n'ai rien à voir avec les autorités et aucune autorité ne finance mes travaux. Aucune autorité nationale ou africaine ne finance les ouvrages que je suis en train de publier. Je n'ai jamais reçu de l'aide de quelqu'un, mais le combat que je le mène par vocation. Je le mène parce que je suis comme tout homme du peuple, du bas peuple. Je suis un homme du bas peuple. Je n'ai rien à voir avec le pouvoir politique actuel et je combats ce pouvoir politique-là. Mais je ne le combats pas comme un aveugle. Je ne le combats pas comme un homme sans instruction. Je ne le combats pas comme un homme sans sagesse. Mais je ne cesserai de dire que je suis ouvrier du Seigneur Jésus-Christ, béni de la grâce de Dieu, par la connaissance parfaite de la parole de l'Évangile. La parole biblique est le message du Dieu de la Bible. Je voudrais rappeler à tout le monde que si un exposant, un orateur, un prédicateur, un leader d'opinion, un membre de l'élite nationale africaine présente des arguments sur la base de la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que c'est un homme sans instruction. Cela ne veut pas dire que c'est un homme sans connaissance. Cela ne veut pas dire que c'est un homme non éclairé. Non, nous sommes mieux éclairés que beaucoup d'entre vous qui, avec votre message, ne faites pas progresser nos États. Combien de fois vous avez crié en disant « Kabila dégage »,« Sassou dégage »,« un tel dégage ». Et depuis presque, disons, 6 ans, cela n'a rien produit jusque-là. Et surtout que lorsque le printemps arabe était arrivé il y a près de 5 ans de cela, vous vous êtes mis à marcher avec les slogans des membres de l'Afrique maghrébine qui ont une autre culture, une culture plus véhémente, plus active, et qui ont réussi de faire bousculer leurs oligarques kleptocrates, comme en Égypte, comme en Libye, comme en Tunisie, comme dans les pays de l'Asie, le Moyen-Orient. Nous n'avons pas la même culture. Et ce n'est pas en convoitant ce que les autres font que nous allons réussir à changer ce que nous avons nous-mêmes comme problématique. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser les slogans du parti dans nos États à nous. Vous devez être instruit et être à la page de la situation politique mondiale pour voir au travers de cette mouvance sociopolitique mondiale quel est notre parti à nous, Africains subsahariens, et qu'est-ce que nous pouvons obtenir comme gain de cause si nous conscientisons comme il faille les populations de nos nations, de telle sorte que nous puissions les éduquer, les instruire, les former. Et c'est ça dont nous avons besoin. Mais si vous pensez que nous tous, nous devrons avoir une pensée archéologique, une pensée historique, à la manière des égyptologues, vous êtes en train de vous tromper car l'égyptologie n'est pas une religion. L'égyptologie, c'est une branche de l'archéologie qui essaie de s'apaisantir pour révéler les lumières de l'Égypte. Mais nous, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, nous sommes des Noirs, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Et si Dieu a commis l'erreur
de penser que nous sommes tous des couchites, ça c'est lui qui a pensé cela. Et en disant que nous sommes des couchites, il remonte cette vérité à partir de la Bible. Et donc nous avons le droit, nous serviteurs de Dieu, de dire que le monsieur s'est trompé parce qu'il s'est réellement trompé. Et le fait que je suis en train d'annoncer cela ne doit pas faire que je sois l'ennemi des uns et des autres. Il s'est trompé sur ces cas, il s'est trompé. Je suis venu avec la grâce de Dieu, avec une révélation particulière, cette révélation qui est fondée sur la parole de Dieu, pour redresser notre histoire qui aura été falsifiée, cette fois-ci, pas par les Occidentaux, mais par les Africains eux-mêmes. Je suis en train d'apporter la lumière aux gens pour qu'ils reviennent à la connaissance de la parole de Dieu qui la seule puisse nous donner la capacité d'avoir l'éclairage socio-économico-politique de relever notre civilisation, mais en plus de cela, le pouvoir de Dieu qui puisse aider toutes les personnes qui croient. Alors, nous sommes en train de combattre le même combat. Et notre objectif, c'est que nous ne voulons pas qu'il y ait dans le sein de notre combat des divisions immatures, des divisions oiseuses. Car la couardise de nos élites et de nos dirigeants politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit de nos mouvances présidentielles, c'est cela qui est en train de nous rétrograder. Et si nous prenons la parole pour parler de notre relèvement, c'est parce que nous savons que nous avons des preuves comme quoi l'œuvre de Dieu, telle que nous avions commencé de le faire, avec la grâce d'être parvenus en Occident, nous pouvons, avec un bon éclairage, éclairer nos populations pour que ces populations en question comprennent qu'est-ce que nous devons faire pour vaincre l'oligarchie et la kleptocratie des présidents de nos États africains. Nous sommes en train de combattre le même combat, à la différence qu'il y a des baudés, des ignorants, il y a des gens mal instruits, sous-instruits, il y a des gens abrutis qui pensent que pour que les choses changent, il faudrait injurier les autorités politiques. Cela n'a même pas de sens. Il y a même des gens qui prétendent qu'ils font cela de la part de Dieu. On a entendu des prophéties de par-ci et de par-là. Des gens qui pensent que Dieu va bénir les populations africaines lorsque les populations africaines vont prendre les armes pour combattre contre nos autorités. Mais attends, il faudrait bien que vous soyez des hommes pour prononcer des prophéties comme quoi Dieu voudrait qu'un système politique change en prenant les armes, en mutilant les Congolais avec les Congolais, les Africains avec les Africains. Il faudrait que ce soit le diable qui vous inspire pour ne pas trouver la juste mesure par laquelle on doit mettre en commun accord les projets des gouvernants et des gouvernés, de telle sorte que, consolidés nous tous ensemble, nous puissions combattre le combat contre la véritable source de l'oligarchie et de la kleptocratie. C'est-à-dire la véritable source de la dictature dans nos États. Car la véritable source de la dictature dans nos États, ce n'est pas nos chefs d'État, mais leurs mentors, qui sont tous occidentaux. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, avec l'entrée des cercles orientales en lice, nous sommes en train de comprendre que nous avons véritablement un sérieux problème, parce que ce n'est pas parce que nous allons nous unir avec la Chine et que nous allons abandonner l'Europe que notre problème sera résolu, car le Chinois, tout comme l'Européen, tout comme l'Américain, sont le tabac de la même épipe. Leur but, c'est nous dépouiller, nous massacrer, nous voler, faire violer nos femmes, nos filles, par les armées qu'ils vont instrumentaliser. Aujourd'hui, lorsque nous pensons que pour démettre un chef d'État, il faudrait que nous prenions les armes en Afrique, mais les personnes qui vont prendre les armes vont utiliser la bassesse occidentale, les meurtrissures humaines, les massacres, les vols, les viols. Nous n'allons pas nous mettre, nous, Africains, à commettre telle chose sur notre propre population pour évincer un chef d'État. Ça, c'est absurde, c'est barbare. Cette barbarie-là n'est pas de la sagesse et de l'intelligence africaine. Au fait, vous qui voulez prétendre que vous avez une véritable connaissance de l'Afrique, vous qui prétendez que le judaïsme, le christianisme n'est pas notre religion à nous,
Vous pouvez me donner des preuves qui vous montrent, entre le 1er siècle et le 16e siècle, l'évolution de nos royaumes qui ont évolué dans la barbarie, telle la barbarie que nous avons connue lorsque l'Europe est entrée en relation avec l'Afrique à partir du 16e siècle. Vous devez vous instruire. Prenez le dictionnaire, prenez Wikipédia, prenez les encyclopédies, essayez de lire ce que les Européens ont écrit sur notre civilisation. Mais encore, instruisez-vous auprès de nos parents qui sont en campagne, ceux qui ont encore dans leur cœur la connaissance de ce qui s'est passé dans la période coloniale. Car nous savons, de bouche à oreille, la communication de ce qu'auront été nos États avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique. La démocratie dont nous sommes en train de parler aujourd'hui n'est pas une production de la Grèce antique. La démocratie n'est même pas une production égyptienne. C'est une production de l'Afrique subsaharienne. C'est que nos grands-parents à nous, les Juifs, les Hébreux, qui fuyaient la dictature des Égyptiens sur les Hébreux en l'an 1850 jusqu'en l'an 1450 en Égypte là-bas, ceux-là qui ont réussi de s'enfuir sont arrivés et ils se sont organisés par la démocratie. Et c'est de là où nous disons qu'en Afrique, tous les palabres, car le linge sale se lave en famille. Ne pensez pas que parce qu'il y a des ouvrages qui sont écrits par les Occidentaux, comme quoi la démocratie est grecque, que nous allons accepter que la démocratie est grecque. Mais regardez l'évolution de l'histoire au XXe siècle. Qu'est-ce que l'Europe nous a produit, sinon la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce que l'Europe nous a produit, sinon la guerre de 100 ans, de 2 siècles entre les Français et les Anglais? Toutes ces choses-là, vous les ignorez? Vous pensez que nous sommes des barbares? Mais si nous avons reçu les Européens, c'est parce que nous sommes des sens universalistes. Cela est dans nos gènes. En fait, vous, aujourd'hui, qui êtes en train de vous laisser séduire par les pratiques de la France-Afrique, vous qui êtes en train de vous laisser faire de l'Occident qui voudrait évincer nos chefs d'État, ils tiennent à nous évincer. Dites-moi, est-ce que vous êtes vraiment d'accord que nos chefs d'État soient évincés? Est-ce que vous êtes d'accord? N'êtes-vous pas en train de trouver que c'est la continuité, c'est la recolonisation? Si nous voulons que nos dirigeants puissent quitter le pouvoir, c'est à nous de nous déterminer là-dessus. Et nous avons le pouvoir de réussir si nous nous organisons véritablement. En mettant de côté la haine, la hargne, en mettant de côté la bassesse par laquelle nous allons se comporter les Occidentaux. Remarquez, aujourd'hui, il y a beaucoup à... Et en un jour donné, vous êtes en train de vous souvenir qu'il y avait Saddam Hussein. Avant Saddam Hussein, il y avait l'Afghanistan. Lorsque la Russie a envahi l'Afghanistan, les militaires ont chargé des missiles Stinger, Oussama Ben Laden, et Oussama Ben Laden a pu chasser les Russes. Vous êtes en train d'oublier tout cela. N'oubliez pas l'histoire moderne. Car si vous pensez que vous êtes les colonistes, vous êtes en train de vous tromper largement. Parce que dans l'égyptologie, on va trouver la bonne compréhension de notre véritable histoire. Et je cesserai de dire que la véritable histoire, c'est la Bible et le Dieu, la Bible qui la détienne. C'est parce que vous n'êtes pas au parfum du Seigneur. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu. Pour être capable de retracer objectivement ce qu'aura été notre histoire. Car notre histoire aura été pervertie par les pseudo-scientifiques du 19e et du 20e siècle, qui veulent justifier la colonisation. Et cela, nous le savons tous. Et personne ne peut le nier. Personne, si franchement, il est un négro juif africain, ou il est un africain subsaharien, ou tout ce qui cherche le salut de sa propre population, la délivrance de nos États, du joug de la dictature sous toutes les formes. C'est peut-être parce que vous n'avez pas fait de recherche. La forme dictatoriale sociopolitique actuelle,
Elle est oligarchique, kleptocrate. C'est ça que nous sommes en train de vous annoncer. Remarquez par exemple, Ben Ali avait 85% de la richesse de la Tunisie dans ses propres poches à lui. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Renseignez-vous. Pourquoi? En Guinée, le président dont nous connaissons les dépenses extraordinaires sur le vestimentaire, sur les villas. Donc, dans mon propre État, les fils du président Sassou Nguesso, les fils et les filles, nous savons comment ils sont en train de dilapider l'argent de notre peuple. Dans d'autres États, c'est la même chose. Et au Gabon, c'est maintenant la dynastie qu'ils sont en train de vouloir établir. En RDC, après Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est son fils Joseph Kabila que vous appelez Kanamé. Et bon, ça me regarde. Togo, après et Adima, c'est Fia Singwe. Au Gabon, après Omar Bongo Andimba, c'est Ali Bongo Andimba. Qui sait, peut-être que cela peut réussir aussi au Congo-Brazzaville. Après Denis Sassou Nguesso, ça sera peut-être Christelle Sassou Nguesso. Qui sait? Muammar Kadhafi a voulu faire la même chose. Ça n'a pas marché. Cela a voulu aussi être la même chose au Sénégal. Avec Abdou Diouf, ça n'a pas marché. Donc, nous sommes là en train de combattre un système qui est imposé depuis l'Occident et depuis l'Orient. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi le Soudan s'est divisé en deux. En Soudan et en Soudan du Sud. C'est justement parce que le Soudan étant par la Chine, les Américains, au travers du populisme américain, ont envahi le Soudan du Sud pour diviser cet État-là en deux. Toutes ces choses-là, vous ne les connaissez pas. Et quand même vous pensez que nous allons réussir à changer les choses dans nos États en prenant un message injurieux. Ou pour ceux-là qui sont dans la mouvance chrétienne ou la mouvance néo-judaïste, parce que par-ci et par-là en Afrique, on est en train de voir des synagogues qui se créent dans tous nos États subsahariens, comme si c'était là la vraie mouvance, alors que le message de notre Seigneur n'est pas là. Vous pensez que pendant que vous êtes en train de faire tout cela, nous allons changer véritablement les choses. Mais regardons les choses en face. Aujourd'hui, nous sommes en train d'être sur le fait accompli de l'annonce de tout ce que, par ma petite personne, j'ai pu mentionner dans des ouvrages. Vous n'entrez pas en contact avec ce que nous sommes en train de produire comme support. Et parce que vous ne savez pas que le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat de longue haleine. Et ça mérite que ceux-là qui vont s'en charger aient les reins solides. Pas pour injurier nos chefs d'État ou nos dirigeants. Aujourd'hui, vous ne faites qu'injurier les chefs d'État. Qu'est-ce que vous dites sur les généraux qui entourent nos chefs d'État? Qu'est-ce que vous dites sur les parlementaires fantoches de nos assemblées? Nos assemblées qui ne légifèrent plus, mais plutôt qui sont devenus les scribes des dirigeants oligarques et kleptocrates. C'est-à-dire qui ne font que ratifier les dictats des présidents africains et des présidentes africaines. Qu'est-ce que vous dites des DG et PDG de quelques entreprises que nous avons dans nos États, qui dirigent ces entreprises dans le but de gérer la richesse que le chef de l'État dans chacun de nos États aura accumulée, les richesses qui nous appartiennent à nous tous, population, mais qu'eux coralisent. Remarquez une autre idiotie. C'est que vous vous dites l'Afrique est l'État le plus riche. Et donc, nous avons
la bénédiction que Dieu a donnée dans nos États. Et là, vous parlez de Dieu. Quand on va parler de la richesse du sol et du sous-sol, vous dites, Dieu nous a donné cette bénédiction. Mais maintenant qu'on est en train de vous donner le message de Dieu, vous voulez dire, non, nous avons notre Dieu. Vous êtes en train de noter cette contradiction, cet illogisme, cet anachronisme que vous avez. On ne peut pas vous attraper quelque part et vous mettre sur le pied du mur parce que vous êtes glissant. Tantôt vous parlez de Dieu, tantôt vous ne savez plus ce que vous êtes en train de dire. Et c'est pour cela que tout ce que vous avez commencé de faire comme ouvrage ne peut absolument rien produire. Parce qu'en vous-même, il n'y a que de la vanité. La Bible déclare qu'on ne donne que ce que l'on a. Donc, si vous n'avez pas la grâce de Dieu, vous ne donnerez pas la grâce de Dieu. Si vous n'avez pas l'intelligence, vous ne donnerez pas de propositions intelligentes. Si vous n'avez pas de sagesse vous-même, vous ne marcherez pas dans la sagesse. Le problème que nous avons est très profond. Vous êtes en train de vous comporter à la manière dont se sont comportés certains de nos pères de l'indépendance, qui ont agi sans avoir la maîtrise du dossier et l'actualité socio-économico-politique de leur temps. Je peux vous prendre l'exemple d'Emery Patrice Lumumba, qui prononça un discours malvenu, parce qu'il n'était pas prévu qu'après que le roi Baudouin ait prononcé son discours, et que le président Kassavou ait prononcé le discours, que le premier ministre prononce un discours qui aura été taxé par les Américains et les Belges de communistes. Ceux qui dominaient la RD Congo étaient sous le spectre de l'emprise de la perte de la RDC, de telle sorte qu'elle ne tombe pas entre les mains des Russes. Malheureusement, il a prononcé un discours révolutionnaire et cela aura été la cause de son arrestation et de son élimination physique par les agents de l'ONU, les casques bleus en provenance du Libéria. Toutes ces choses-là devaient rendre intelligent, instruit et être capable de savoir diriger le combat dirigé. Vous devez savoir que nous ne combattons pas seulement contre nos dirigeants, mais même dans nos propres nations. Je prends l'exemple du Congo-Brazzaville. Est-ce que toutes les personnes qui essayent de faire ressurgir les événements de notre passé, comme pour dire qu'il faudra dégager M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que toutes ces personnes-là savent de quoi est-ce qu'elles parlent? Elles sont en train de dire Sassou Nguesso a tué Marien Ngouabi. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne savez pas que cette affaire-là aura été jugée. Même si cela a été jugé à la manière congolaise, mais ce problème ne peut plus ressurgir en aucune justice sur la terre. Vous ne connaissez pas comment ça se marche. Vous pensez que vous avez des preuves que Sassou Nguesso a tué Marien Ngouabi? Vous n'avez pas les preuves. Mais lui, il va vous produire les preuves que Marien Ngouabi est le mentor de Denis Sassou Nguesso. Tout le Congolais doit le savoir. Marien Ngouabi a produit la menace militaire qui a utilisé le pouvoir de Massamba Deba. Et il a pris le pouvoir militaire, et depuis que le pouvoir militaire est entre les mains de Marien Ngouabi, de Yombi, de Sassou Nguesso, économiquement, notre État n'a jamais avancé. Et ce n'est pas demain qu'il avancera. Toutes les promesses qui ont été prononcées par les militaires n'ont jamais fait avancer le Congo. Nous sommes en 2015. Mais dans les années 2080, on disait autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous sommes à l'an 2000, nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, le président Denis Sassou veut rétablir encore au pouvoir en disant qu'à l'horizon 2025, notre État figurera parmi les pays émergents.
C'est-à-dire que notre État sera comme la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. Est-ce que les Congolais peuvent croire à ça? Mais entre-temps, pendant que les choses sont en train de se passer comme cela, vous êtes en train de dire aux gens, mais non, nous avons des dossiers, non, nous allons renverser le président Sassou Nguesso. Vous allez le renverser tout simplement comme ça. Barack Obama n'est pas d'accord avec lui, François Hollande n'est pas d'accord avec lui, Barack Obama n'est pas le président du Congo-Brazzaville. François Hollande n'est pas aussi le président du Congo-Brazzaville. Et c'est là le véritable combat que nous devons combattre. Le problème, c'est celui-là. Nous, la population, nous ne parvenons pas à nous consolider, souverain. Nous sommes le peuple souverain. Mais cette souveraineté-là n'est pas entre nos mains, parce qu'elle est entre la minorité dans chacun de nos États africains. Comme le pouvoir est entre les mains de la minorité de chacun de nos États africains, c'est-à-dire entre les mains de la famille biologique présidentielle et de la famille politique présidentielle et apparentée, comment est-ce que nous, population de la basse classe, devons-nous faire pour renverser la chose, alors que, l'armée est entre les mains de la minorité dirigeante? Comment nous allons prendre le pouvoir entre les mains qui sont armées jusqu'aux dents, qui sont capables de semer tous les troubles possibles pour tuer, nous, les pauvres gens de la basse classe, qui n'avons ni armes, ni force, ni voix, ni communication? Les médias sont entre les mains de nos pouvoirs, l'armée entre les mains de nos pouvoirs. Vous pensez que c'est en criant depuis la diaspora que vous allez régler le problème africain? Mais pendant que vous êtes en train de crier depuis la diaspora, ça servait la condition de nos populations qui sont sur place. Et c'est pourquoi, dans tous les conflits qui sont en train de poindre à l'horizon, tenez-vous bien, c'est nous qui allons mourir en milliers, en milliers. Et là est le gros problème. Comment le résoudre? Maintenant, vous, si vous connaissez quelque chose, dites-nous comment le résoudre. Vous pensez que vous êtes quelque chose. Je suis en train de vous parler. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut contester ce que je suis en train de dire, vous avez la possibilité d'intervenir directement afin que non seulement moi je vous écoute, mais ceux qui m'écoutent aussi vous écoutent. Ainsi, nous entendrons vos propositions que vous êtes en train de nous donner pour relever notre civilisation. C'est ça le vrai problème. Mais le problème, ce n'est pas parler derrière Arcamon. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je suis immunisé dans mon état d'où je viens. Chaque fois que je faisais une émission à la radio ou à la télévision, dans les jours qui viennent, c'est toute la classe des prédicateurs, des évangélistes, des pasteurs qui passaient contester en faisant leur émission aussi derrière. Et donc, je suis immunisé. Cela ne me dit absolument rien. Mais tout ce que je sais, l'œuvre que je suis en train de faire par la grâce de Dieu produit toujours un rebondissement qui concourt au bien, effectivement, de ceux qui aiment Dieu et qui concourt au bien de ce que je suis en train de poursuivre comme mission du rétablissement de toutes choses. Chaque fois que j'interviens sur Africa, ou que j'interviens sur Fréquence Plurielle, ou que j'interviens sur Africa numéro 1, il y a toujours derrière des rebondissements. Et bravo! Ce rebondissement-là est en train de faire changer la vie des gens. Bien que par mes interventions, des gens sont en train de devenir plus intelligents, plus sages, plus actifs. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de chez nous, suivez le guide. Suivons le guide. Et alors, suivez le guide. En tout cas, ce que je sache, c'est que nous avons un combat que nous sommes en train de mener pour la libération de nos populations du joug de nos oppresseurs, de nos dominateurs, de ceux qui nous abrutissent, qui nous aliènent.
de ceux-là qui, aujourd'hui, nous attaquent et nous contre-attaquent. Ce travail que nous sommes en train de faire est en train de porter de son fruit. Pourquoi nous l'acceptons? Pourquoi nous l'affirmons? C'est justement par rapport à vos réactions. Depuis que nous avons commencé de parler de la meilleure manière de rétablir toutes choses, de la meilleure manière de vaincre l'oligarchie kleptocrate de nos présidents africains, vous ne dormez plus. Vous n'êtes plus en paix. Parce que ce que vous entendez dépasse votre entendement. Et la jalousie consume vos cœurs. Mais soyez consumés par votre jalousie, par votre haine. Soyez consumés. Et cela nous poussera toujours et nous donnera toujours la capacité de vous apporter plus encore. Cela nous fortifiera et nous continuerons de combattre ce combat-là que vous ne savez pas combattre, mais que nous sommes en train de combattre. Car effectivement, ceux qui nous écoutent savent que nous sommes en train de proposer des solutions. Et non, comme vous le faites, en train de battre les mains en l'air. Le chien aboie et la caravane passe. C'est ça que vous êtes en train de faire. Pendant que vous aboyez contre tout le monde, ceux-là qui sont au pouvoir sont tentés d'affûter leurs armes pour demeurer toujours au pouvoir. Vous ne savez pas que la doctrine de prendre le pouvoir en versant le sang des innocents est une doctrine satanique? Bon, si vous ne voulez pas le faire, c'est une doctrine de bassesse intellectuelle. Pourquoi voulez-vous que nous puissions toujours pleurer nos héros? Pourquoi voulez-vous que nous puissions toujours pleurer nos bras valides, nos hommes et nos femmes, qui sont d'une importance capitale pour le rayonnement de notre civilisation? Parce qu'on les a zigouillés par des dirigeants politiques immatures, eux-mêmes stressés, par l'épée de Damoclès qui est sur leur tête, tenus par les dirigeants occidentaux et orientaux. Vous n'étudiez pas comment le monde évolue. Vous n'êtes pas en train de voir que nous sommes dans le système de 2 poids, 2 mesures. Vous avez fait des différentes revendications par-ci et par-là. Contre des firmes et des associations qui sont en train de dépouiller nos richesses en Afrique. Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? Aucun résultat. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes liés par des alliances avec les dirigeants politiques de l'Occident et de l'Orient, et que ces alliances-là, c'est à partir des écrits, des contrats. Nos propres chefs d'État ont pris des avocats, et les chefs d'État européens ont pris aussi des avocats, pour que ces clauses-là soient ratifiées. Si vous voulez les défaire, vous pouvez prendre aussi des avocats qui mettent de manière juridique plus fort que les autres pour que ce qui aura été ratifié soit véritablement ratifié en votre faveur. Vous ne savez pas cette chose. Et pourquoi c'est du blabla. Mais nous ne sommes pas dans la ligne du blabla. Nous sommes parce que c'est une vocation, ce qui revient à que nous sommes mandés par le Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Il est avec nous par son esprit et il nous éclaire, car ce que nous vous apportons tient compte du programme appelé dans la parole de Dieu, le rétablissement de toutes choses. Et Dieu est avec nous, alors le combat que nous avons entamé aura du fruit, et le fruit vous le verrez. C'est une question de temps. Nous sommes en train de nous organiser. Et nous avons commencé de nous organiser depuis très longtemps. Mais vous ne nous suivez pas. Justement parce que c'est ça l'état d'esprit d'un peuple sous occupation. L'état d'esprit d'un peuple aliéné. L'état d'esprit d'un peuple abruti, c'est que tout héros qui ose élever la voix doit être haï
Parce que quand les gens sont esclaves, ils n'aiment pas leur libérateur. Je vous l'ai déjà dit, ça a toujours été le cas dans toutes les nations, dans toutes les civilisations. Toutes les personnes qui se sont différenciées, qui se sont distinguées du tas et qui ont apporté un message nouveau n'ont jamais été accueillis. Le Seigneur Jésus-Christ disait, un prophète n'est pas reçu dans sa patrie. Et sachez-le, dans la période de l'Ancienne Alliance, tous les prophètes de Dieu étaient toujours singletons. Ils n'avaient pas d'amis. Parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Et le message de Dieu est clair, pur. Il ne peut être ni pour, ni contre. Il est tout simplement adressé et les réactions, c'est Dieu qui les gère. C'est pourquoi Jérémie était seul contre tous. C'est pourquoi Michée était seul contre tous. C'est pourquoi Élie était seul contre tous. C'est pourquoi Mahomet était seul contre tous. C'est pourquoi Adam était seul contre tous. C'est pourquoi Lot était seul contre tous. C'est pourquoi Noé était seul contre tous. C'est pourquoi Jésus était seul contre tous. C'est pourquoi Paul était seul contre tous. Vous pouvez remplacer à la place de tout cela que j'ai cité, vos prophètes à vous. Ils auront toujours été seuls contre tous. Même l'un de vos prophètes, Simon Kimbangu, il était seul contre tous. C'est aujourd'hui que vous tous vous mettez derrière lui. Mais pendant qu'il était en train d'agir dans le Bas-Congo, il était seul contre tous. Et quand on l'a enfermé, qu'on l'a amené à Elisabethville, pendant 30 ans, il n'avait pas de visite. Il est mort en singleton. Celui-là que vous, aujourd'hui, vous avez mis sur votre langue et que vous voulez faire devenir votre Dieu en le comparant à Jésus-Christ, en disant, lui, il est le Jésus-Christ des Noirs. Et Jésus-Christ, c'est le Jésus-Christ des Blancs. Comprenez ces choses que je suis en train de vous dire. Si vous voulez que nous puissions combattre, nous devons cesser de nous combattre à l'intérieur. Il faudrait qu'il y ait pluriformité d'opinion. C'est ça qu'on appelle la démocratie, la liberté d'expression. Mais si vous pensez que la liberté d'expression est une dictature d'expression, de pensée et d'acte, vous êtes en train de prendre la place de nos oligarques et de nos kleptocrates que nous sommes en train de combattre. Et vous ne verrez jamais derrière vous la population africaine vous suivre. Parce que ne pensez pas et ne prétendez pas que vous êtes les plus intelligents et les plus sages dans nos populations. À l'intérieur de nos nations, là-bas en Afrique, il y a des gens qui sont en train de combattre. Et vous le verrez apparaître au grand jour. Mais la force de leur travail aura été qu'ils ont supporté pendant longtemps, pendant des décennies, attendant le moment favorable. Vous devez savoir que les civilisations du Moyen-Orient et du Proche-Orient qui sont en train de se réveiller aujourd'hui, placés par-ci et par-là, ce qu'on appelle des espions en veille. Ils peuvent arriver chez vous avec le langage de paix pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans en train de travailler pour vous. Ils sont là en train d'attendre le moment M où ils vont recevoir l'ordre de leur commanditaire pour dire mettez-vous en action. Et c'est comme ça que d'une manière surprise, on s'est retrouvé avec AQMI en Afrique, AQMI en Algérie, AQMI au Mali, AQMI au Nigeria. Et aujourd'hui, nous sommes avec Boko Haram au Nigeria, Boko Haram au Cameroun. Heureusement que l'armée tchadienne a donné la main à l'armée nigériane. On est en train, mais vous êtes en train d'attendre, même chez nous, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola, en Zambie, partout. Ils sont là, en train de s'endormir, en veille, en veilleuse, attendant le moment. Alors, si pour vous, le combat ou la lutte, c'est tout simplement combattre vos héros, combattre vos leaders d'opinion, combattre vos élites,
Vous êtes en train de disperser nos forces. Quand l'ennemi attaquera, nous serons surpris. Je vais vous donner un exemple. Le commerce en République du Congo-Brazzaville est entre les mains des Ouest-Africains et des Libanais. Actuellement des Rwandais. Donc, pendant que le Congolais se réveille, c'est trop tard. Tous les postes avaient été déjà occupés par des espions en veilleuse qui ont projeté la situation commerciale du Congo depuis des temps immémoriaux et qui, en travaillant en douceur, ont fini par remporter leur victoire. Maintenant, vous allez combattre ces gens comme ça en disant, bon, nous allons les mettre dehors. Le général président Joachim Yumbi Opango a fait les BSM pour mettre dehors les Ouest-Africains. Et ça produit quoi? Le Congolais n'était pas préparé. Le Congolais n'était pas préparé pour faire le commerce comme le font les Ouest-Africains. Et lui qui décide de prendre le commerce des Ouest-Africains et de le donner entre les mains des Congolais, ne commence même pas par apporter une formation aux Congolais qui entendaient s'investir dans le commerce. Donc, comme ça, du jour au lendemain, par une décision politique, on prend les commerces des Ouest-Africains et on les donne aux Congolais. BSM, boutique du comité militaire, résultat, fiasco total à 100%. Mon oncle faisait partie de ceux qui avaient acquis un commerce de linge. Mais on voyait mon oncle avec un sachet dans lequel, c'est transparent, ce que nous appelons ici en Europe, dans lequel il y avait 3-4 millions. Comme ça, vite. Vous voyez la mentalité de ceux qui n'ont pas été préparés. Et finalement, il s'est retrouvé avec 37 femmes. Et chacune des femmes voulait venir gérer par jour le commerce de mon oncle. Voilà comment il s'est déroulé. Vous voyez, donc c'est Dieu qui se prépare. Je suis en train de rire, mais c'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Nous devons faire les choses sans préparation préalable. Et la préparation dans un combat révolutionnaire, qu'il s'agisse de combat politique ou de combat socio-culturel, cette préparation a besoin que puissent s'élever des leaders d'opinion, des élites qui ont la capacité de galvaniser la connaissance, la maîtrise du dossier, tout ce qui est capable de la tête. Donc c'est ça le combat. Mais le combat ne se fait pas de manière défaussée aujourd'hui. Il faut comprendre ces choses. Il y a des tactiques du combat. Il y a des techniques, comment il faudrait agir. Aujourd'hui, tout ce que vous projetez en secret, vous le mettez en ligne. Et votre ennemi est au courant de vos plans. Et en finalité, qu'est-ce qui adhérera? Donc, vous devez comprendre que ce combat que nous sommes en train de mener, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui le menez. Mais il y a des hommes peut-être mieux aguerris, qui ont la capacité de pouvoir galvaniser les vraies méthodes. La junte socio-culturelle. Comment résister à l'occupant? Un occupant qui est plus fort dans nos États, justement parce que nos dirigeants socio-économico-politiques sont les valets locaux des dirigeants occidentaux et orientaux. Mais on dirait que vous ne comprenez pas l'ampleur du combat que nous avons à mener. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de réviser l'histoire pour voir comment est-ce que Fidel Castro et Che Guevara ont réussi à braver l'impérialisme américain pour que pendant tout un cinquantenaire, ils ont mené la vie cubaine à la manière révolutionnaire. Vous avez étudié cette révolution-là pour voir comment ça s'est passé et comment ils ont pu résister contre l'Amérique. Est-ce que vous avez étudié la guerre entre les États-Unis et le Vietnam? Étudiez toutes ces choses-là pour voir comment est-ce qu'une population peut se souder les coudes et combattre le combat du grand Goliath contre
le petit David. Mais nos États, nous sommes vraiment des petits David en face de ces puissances occidentales. Ne pensez pas que pendant que vous allez vous mettre à brailler, pendant que vous allez vous mettre à injurier nos dirigeants, que vous êtes en train de résoudre le problème, vous êtes en train de nous fragiliser. Parce que ce qui va nous rendre forts, ce ne sont pas les injures. Est-ce que vous pouvez être capable, vous, d'infiltrer nos gouvernants actuels pour trouver l'occasion de les renverser? Moi, je suis en train d'étudier pendant près de 10 ans ce qui se passe actuellement dans nos États africains, pendant près de 15 ans, je dirais même. Et je me rends compte que nous, les populations, nous n'avons même pas de tactique. Vous ne trouverez pas un État africain où, dans le lot des gouvernants, il y a quelqu'un qui ressurgisse pour dire on va renverser le pouvoir. En RDC, les gens ont essayé de faire comme au Burkina Faso, ça n'a pas marché, mais parce que ce ne sont pas les mêmes conditions. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Un dribble de Joseph Kabila, il vous a dribblé. Bon, on a écouté, et puis quoi? Vous allez voir ce qui va se passer. Mais parce que vous pensez que la progression sociologique d'un État, la progression révolutionnaire anthropologique d'un État, ce n'est pas mathématique. Sékou Touré a bravé le général de Gaulle et ceux qui sont venus après lui. Mais cela a coûté quoi? Près de 50 000 morts dans le camp guinéen. Vous, en Afrique, vous aimez qu'on nous tue tous, quoi. Ça vous donne le plaisir. Or, nous devons étudier toutes ces choses-là pour trouver la solution adéquate qui fasse que nous puissions régler le problème que nous avons. Vous devez arrêter de combattre le combat dans le sens du règlement de compte contre un certain nombre de nos propres dirigeants. C'est de l'absurdité, c'est de la couardise. Ça ne doit pas être un combat contre des hommes, mais contre le système. Et le but de ce combat, ce n'est pas les dirigeants qui sont sur place, mais le système dans lequel nos dirigeants sont empêtrés, emprisonnés, embourbés. Nos dirigeants, ce sont les vrais collabos. Les collabos, ce n'est pas ce combattant-là qui, quand il arrive à Brazzaville, en RDC, prend l'argent de quelqu'un. On vous a dit qu'on leur donne l'argent. On ne leur donne même pas l'argent. C'est qu'ils arrivent là-bas, ils peuvent prévenir parce qu'ils n'ont plus rien dans la poche. Car ils sont partis mal préparés. Et nous, ici, on dit que ce sont des collabos. Vous savez comment les gens souffrent chez nous, là-bas, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon. Vous savez comment la vie est difficile. Le panier de la ménagère est si maigre pour des États qui ont un potentiel en minerais, en produits forestiers, aquatiques. Nous avons les richesses, mais les richesses n'appartiennent pas à nos populations. Les richesses appartiennent à la minorité présidentielle. Et ces derniers ont mis toutes les garde-fous pour qu'on ne réussisse pas à les évincer du pouvoir et surtout à trouver la juste mesure. Mais disons-nous les vérités. Nous voulons prendre le Burkina Faso comme un exemple. Le Burkina Faso a quoi comme richesse? Oui, dites-le-moi. Donc, ne pensez pas que l'intérêt que les Occidentaux et les Orientaux ont sur le Burkina Faso, c'est le même intérêt qu'ils ont vis-à-vis du Congo-Brazzaville qui a un pétrole bleu. Ce n'est pas les mêmes intérêts qu'ils ont vis-à-vis du Gabon qui a du bon pétrole, vis-à-vis de la Guinée qui a du bon pétrole, vis-à-vis de la RDC qui a des matières premières. Ce n'est pas le même intérêt. Donc ne pensez pas que du jour au lendemain, du but en blanc, nous tous on va faire comme ça s'est passé au Burkina. Étudiez bien les situations et la géopolitique. Et vous allez vous rendre compte que nous avons besoin d'un combat dont nous ne devrions pas toujours penser à en manger les fruits, nous qui sommes en train d'agir aujourd'hui.
Ayons la vocation de combattre ce combat-là pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour tous ceux qui viendront dans les temps futurs. Sinon, ça sera une course au pouvoir dans laquelle nous allons nous engager. Et si c'est une course au pouvoir dans laquelle nous allons nous engager, mais qu'est-ce que nous ferons de bon? Nous allons toujours être écrasés. Il y a encore des combats en Afrique. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Nous avons tous applaudi l'œuvre sociopolitique du Madiba, Rolihlahla Nelson Mandela. Celui-là que les Occidentaux appellent une icône. Oui, une icône sociopolitique tout simplement. Mais est-ce qu'il a réglé la question de l'inégalité de la répartition minière, de la répartition financière, de la répartition socio-économique de la richesse nationale en Afrique du Sud? That's the question. En République sud-africaine, c'est 70% de Noirs. Mais les 65% de la terre arable est entre les mains de 30% d'hommes de couleur. Voilà le problème de l'Afrique du Sud. Vous pensez que l'Afrique du Sud, c'est seulement l'or et les diamants? Mais l'or et les diamants ne peuvent pas subvenir à tous les besoins des Sud-Africains. Il y a aussi la production de la nourriture. Car la véritable survie d'un être humain, c'est sa nutrition. Mais tout cela entre les mains de 30% de la population sud-africaine. N'est-ce pas une injustice? C'est une injustice. Et ce problème-là, ceux qui sont venus après, est-ce qu'ils l'abordent? Non. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont au pouvoir pour manger les miettes de la richesse de tout le monde et puis personne n'y pense. Ceux qui veulent que cela réussisse en Afrique, ils doivent bien étudier les dossiers et savoir de quoi est-ce qu'il est question. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de l'Afrique qui est en train de progresser financièrement et économiquement. Mais de quoi est-ce qu'il est question? C'est ça le problème. Est-ce que c'est nous les Africains qui sommes en train de bénéficier de la hausse du pourcentage économique de nos États, ou bien que ce sont les investisseurs étrangers qui sont en train de faire des bénéfices colossaux, alors que la population continue toujours dans nos indigence, dans nos misères. Voilà les problèmes que nous avons. Et ces problèmes-là, pour les régler, ce n'est pas facile. Il faudrait une bonne éducation de tout le monde. Nous, ici, dans la diaspora, on pense qu'on est supérieur à ceux qui sont au pays. Nous le pensons. J'ai écouté une prophétesse qui était en train de dire à certaines personnes, vous là qui êtes restés au pays, est-ce que vous êtes intelligent? Vous avez des diplômes? La pauvre, là où elle ne sait même pas que ceux-là qu'elle considère comme ayant des diplômes sont en train de travailler aujourd'hui comme ce que nous appelons là-bas en Afrique des boys pour le blanc. Ils sont là dans les petits travaux. Ceux que vous pensez qui ont des diplômes là, n'en ont pas. Ils vous ont dit peut-être qu'ils ont eu des diplômes, mais ils n'en ont pas. Ils sont là gardiens dans le nettoyage, plongeurs. C'est cela que vous pensez. Ce sont nos élites. Arrivez ici, vous allez vous rendre compte qu'on a un gros problème. Moi, je vous dis la vérité. On a quitté l'esclavage et on est venu se plonger encore dans un esclavage. Ce n'est pas parce que vous faites quelques westerns. Et cela n'a jamais changé la situation globale de nos États, ni même de vos propres parents.
Non. Disons-nous les vérités. Et donc le travail que nous devons faire doit être un travail d'abord d'éducation. Et c'est un travail qui met du temps. Or, pendant que nous avons cette grande problématique, nous avons la grâce de trouver quelques personnes qui ont des idées novatrices, ingénieuses, des idées qui ne viennent pas tous les jours, qui viennent de génération en génération, c'est comme le Madiba. Le Madiba est arrivé, ce n'est pas demain qu'on aura encore le Madiba, quelque part en Afrique. Il faut attendre une génération, comme nous le disons le plus souvent. Les Cheikh Anta Diop, ce n'est pas tous les jours qu'on les a. Depuis qu'il était mort, qui fait le travail comme celui qu'il a fait, lui, Cheikh Anta Diop? Qui? Posez-vous les questions. Donc, vous devez savoir que le travail que nous sommes en train de faire n'est pas un travail facile, mais autant mieux maintenant, je devrais vous dire la vérité, ça ne sert pas d'injurier, ça ne sert pas, quand vous entendez les autres en train de parler, de penser qu'il faut entrer dans la confrontation oiseuse, c'est-à-dire la confrontation vaine. Non, entrez en contact avec nous. Soudons-nous les coudes. C'est ça que nous avons besoin. Pour relever la civilisation négro-juive africaine. Pour révéler la civilisation de l'Afrique noire. Pour relever la civilisation de l'homme noir. Nous avons besoin de nous souder. Si l'Européen a réussi de nous dominer, c'est parce qu'ils avaient un but à atteindre tous. Ils se sont soudés les coudes pour venir conquérir ce grand territoire de l'Afrique subsaharienne. Ils se sont soudés les coudes. C'est ce que nous aussi nous devrions faire, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous souder les coudes les uns et les autres avec nos dirigeants. Je ne cesserai de vous le dire. Pourquoi devrais-je les cacher? Donc, comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains, tome 1 et tome 2, j'ai ouvert mon cœur, j'ai présenté des propositions. Vous pourrez entrer en contact avec toutes ces propositions-là en lisant ces ouvrages. Ne pensez pas que ce qui va nous sauver, vous le trouverez dans les ouvrages des Occidentaux. Ne pensez pas que notre salut proviendra du fait que vous êtes en train de penser, non, le président Barack Obama a dit, François Hollande a dit que nos présidents vont quitter, et après ils vont quitter comme cela. Vous êtes en train de vous tromper. Je vous ai donné l'exemple de Sékou Touré qui a bravé le général de Gaulle juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelques décennies de cela. Je peux vous présenter l'exemple d'Omar Bachir, qui est sous mandat d'arrêt international, mais qui continue de cavaler chez lui là-bas au Soudan, et qui actuellement peut être reçu dans un État ou un autre d'Afrique. On ne met pas la main sur lui. Pourquoi? Mais parce que la justice internationale ne marche pas comme nous le croyons. C'est un esprit espérancé que nous avons, par lequel que les Occidentaux font des choses chez nous. Cet esprit-là, moi, depuis que je suis né, il a toujours existé. J'écoute avant, je suis né en 1965. Donc, déjà, quand j'écoutais mes parents pensaient que les Blancs devaient faire pour bébé. Et jusqu'aujourd'hui, ils par les Blancs, au contraire, ils continuent de piller nos richesses. Vous savez que nous avons acquis les éléments dans les années 60, vous savez. Si ces gens-là sont libérés et que nous avons acquis des indépendances, aurions-nous eu des événements qui sont déroulés en Afrique à partir des années 80, 1980, jusqu'à l'an 2000, jusqu'aujourd'hui, tous ces événements au Rwanda, au Niger, au Sénégal, au Nigeria, en Libye, tous ces événements-là, encore, les suivre,
s'affûtent. C'est comme un virus sur la mutation. Notre occidental d'autres, ils ne sont pas. L'oriental, c'est la chose. Nos derniers que nous-mêmes ne savons pas qu'avec cette manière de combattre, dirigeant leur processus, nous sommes orientales dont le but est de séparer pour mieux diviser. J'ai l'impression que les Occidentaux vont élever. Je vais vous réjouir. Ils ont déjà réussi à faire. Ils ont réussi à limiter Muammar el-Kadhafi. Mais parce qu'il y avait le mouvement du président arabe. Pendant ce mouvement, on a préféré liquider celui qui fait liquider. Ça fait un mouvement clair. Mais non, nous avons déjà préparé ce mouvement clair dans nos États. Est-ce que nous sommes tempéraments du grève? Nous avons le même tempérament que le monde arabe. Vous pouvez étudier toutes ces choses. Pour faire ce... Il faut étudier tout cela. Quand que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre conception culturelle, vous êtes une population dans chacun de nos États en moyenne, quand j'essaie de faire la moyenne, c'est au moins 80% de chrétiennes ne le savent pas. C'est vrai que par là, elle sait tout, mais elle a fait une majorité, d'une manière apparente. C'est 80% de la population qui sont chrétiennes. Mais vous pensez que vous avez été catholique dans votre vie. Vous avez réussi depuis le fait vous avez fait un mouvement qui a changé. Les religions, le font net, comme les pondeuses qui pondent les œufs. Et aller parler avec les Africains s'ils sont prêts à se voir contre l'égyptologie. Donc, pour réussir de changer les choses, il faut aller sur le terrain de la population africaine et apporter la bonne culture, la bonne une éducation sur la base de ce qu'ils voient. Parce que ce n'est pas demain que vous allez les rendre animistes. Ce n'est pas demain que vous allez les rendre athées. Ce n'est pas demain que vous allez les rendre égyptologues. C'est pas. Allez comprendre. Nos populations sont sous la psychose de la série aujourd'hui. Vous avez déjà chambardé la psychose de la franc-maçonnerie pour la remplacer avec celle de l'égyptologie. Mais vous ne comprenez pas franchement que nous avons du pain sur la planche. Donc, vous êtes tenté de comprendre que l'ouvrage que nous avons à faire aujourd'hui, ce n'est pas un ouvrage qui consistait aux querelles oiseuses de quelques leaders d'opinion qui ne sont pas d'accord avec quelques autres leaders d'opinion. Et si un leader d'opinion n'est pas d'accord avec un autre leader d'opinion, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait que ce leader d'opinion s'approche de son concitoyen et qu'il parle, qu'il mette les pendules à l'heure et qu'ils travaillent ensemble pour faire avancer les populations qui sont adéquates à cette misère, à cette indigence. C'est ça le message que nous nécessitons de proclamer, de donner aux uns et aux autres. Et c'est parce que nous nous attendons à un répondant, mais que nous ne trouvons pas de grâce.
Voilà le vrai problème. Nous allons nous faire une guerre de querelle, une guerre de parole, une guerre d'opinion, de doctrine. Alors nous avons besoin de nous souder le coude pour entrer en action. Mais vous ne pouvez pas entrer en action alors que vous ne connaissez pas les réalités du pays. Vous n'y allez même pas parce que vous vous êtes rendu persona non grata. Et vous pensez qu'en vous rendant persona non grata dans nos États, vous allez changer les régimes socio-économico-politiques de nos États. Donc c'est ça le gros problème que nous avons. Le gros problème que nous avons, c'est que nous, élites de la diaspora, devions apprendre à nous souder les coudes. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a des gens qui vous tendent la main. Depuis que j'interviens, je vous tends toujours la main. Et je sais qu'il y a des choses, les médias. Car à la guerre, comme à la guerre, c'est très important de les savoir. Et ces choses-là, retenez-la, vous, mes bien-aimés. Faites de telle sorte que nous soyons capables, lorsque nous intervenons sur les médias, d'apporter quelque chose à ceux qui nous écoutent et non de baisser notre garde. Pour que nos ennemis, les Occidentaux et les Orientaux, voient ou suivent comment est-ce que nous sommes en train de nous entre-déchirer entre nous. Car justement, alors que nous allons agir comme cela, ils trouveront toujours les moyens de nous rendre plus faibles. Chaque chose que vous faites sur les médias, sachez que quelque part, vous êtes écoutés. Et nos ennemis ont leurs stratèges. Ils sont les gens qui nous suivent et qui cherchent les moyens d'étouffer cette flamme que nous sommes en train d'éveiller. Ne pensez pas que le travail c'est sur un média de dire ce que vous voulez. Là encore, c'est la communication, c'est bon. Mais mettre les changements, c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est ça que les combattants de tous bords de la diaspora africaine en Europe, particulièrement ici en France et en Europe, en Amérique, ne parviennent pas à faire. Il y a trop de procès d'intention. Ce n'est pas bon de juger quelqu'un sur ses intentions. Parce que les intentions ne sont pas la réalité ou la véracité de ce que quelqu'un est en train de dire. Je peux intervenir sur ce média et vous exposer ce que je suis en train de vous exposer, mais vous ne m'avez peut-être pas lu dans mes ouvrages. Et vous ne savez peut-être pas ce que je vise, ce que je ne peux ni dire sur les médias, ce que je ne peux ni écrire sur mes ouvrages, mais ce que je suis capable de faire lorsque Eyindi. Vous ne savez pas ces choses-là. Et donc, nous avons un but, c'est d'éveiller la mentalité, pas seulement de nous-mêmes, mais aussi de nos dirigeants. Et la meilleure manière d'éveiller la mentalité de nos dirigeants, c'est pas de nous tenir éloignés d'eux, ou de les injurier. Non, nous devons les approcher. Ce ne sont pas des lions, ce sont des êtres humains comme nous. Si nous crions, c'est juste parce que nous avons matière à quitter. Nous n'avons pas de grain poulain. Et si nous avons du grain poulain, nous serions capables de pouvoir proposer ce qui soit dans notre relèvement civilisationnel. Le travail que nous devons avoir à faire. Et donc, étant donné que nous sommes en train de cavaler, d'exposer, bon, il se peut qu'il y a des interventions, questions, parce que je vois déjà qu'il y a des intervenants nouveaux, ils sont là, et si quelqu'un qui voudrait poser une question,
Donc, je voudrais lui permettre le temps de poser une question parce que, surtout que nous avons dû intervenir Alors, la régie en ligne, je vois déjà qu'il y a 2 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Je voudrais le savoir et prendre cette question et apporter la réponse du meilleur. Il y a des gens qui sont en ligne. S'il y a une question que quelqu'un voudrait poser, je voudrais prendre la question et nous allons avancer. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir. Je suis Joseph Lokombi. Vumbi. Oui. Je vis dans les îles des Caraïbes, précisément à Trinidad et Tobago. D'accord. Je suis né au Congo, Kinshasa. Né précisément à Lukula, dans une petite ville du Mayumbe. J'ai étudié à Kimpese. C'est là où je pourrais bien comprendre ta philosophie parce que j'ai étudié avec beaucoup d'amis qui sont de ton coin. Alors, ma première question, l'Israël était en difficulté en Égypte, précisément comme esclave. Mais ce qui s'est passé, c'est tellement philosophique. Bon, on ne peut pas prendre la philosophie et la mettre dans la Bible, mais les catholiques ont commencé à mettre la philosophie et plonger ça dans la Bible. Et quand tu parles de la prophétie, cela veut dire que c'est la Bible dont tu veux parler. Parce que une prophétie, cela veut dire que ce sont des secrets, des choses promises par l'Éternel pour un certain peuple. Et tu parles d'un peuple africain. Le peuple africain, c'est le peuple Congo, le peuple qui est au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Angola, tous ces peuples-là, au central là. Mais Dieu a suscité un sauveur qui était une promesse aussi biblique. Est-ce que pour le cas des Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Gabon, parce que les Gabon aussi souffrent de la même maladie que nous aussi au Congo, Kinshasa. Les Gabon à l'époque des Bongo et les Gabon d'aujourd'hui de son fils, c'est catastrophique. Moi, j'ai pensé que les Gabon étaient différents de nous. Mais quand j'ai vérifié les informations, j'ai vu aussi qu'au Gabon, il y a aussi des pauvres comme chez nous. Malgré ce qu'ils ont comme pétrole, la domination de la France au Congo populaire et au Gabon. Le Congo populaire n'existe plus, c'est le Congo Brazzaville. Oui, le Congo Brazzaville. Oui. Selon votre prophétie, y a-t-il un espoir pour tous ces pays qui sont colonisés? Parce que la vérité, moi je vous dis, ce sont des Blancs qui nous colonisent encore. Beaucoup de nos frères pensent que nous sommes indépendants. Nous ne sommes pas indépendants. Je vais vous donner un exemple. Vital Kamerhe cherche à devenir président de la République démocratique du Congo. Mais regardez, Vital Kamerhe est parti aux États-Unis payer l'argent chez Herman Cohen, 3 millions de dollars, pour qu'on puisse l'aider à devenir président au Congo Kinshasa. Et il a trouvé cet argent-là où, Vital Kamerhe? Effectivement, il a trouvé ça dans son clan de Rwandais. Ah bon? Ils ont beaucoup d'argent comme ça? Mais parce que les Rwandais travaillent. Oui, les Rwandais, ils ont un système spécial bien caché, un programme caché pour la République démocratique du Congo. Attends, je pose une question, mon frère. Est-ce que vous pensez
Est-ce que vous pensez que normalement quelqu'un peut quitter le Rwanda avec l'argent de Paul Kagame, donc Vital Kamerhe qui va arriver aux États-Unis, il va donner l'argent à qui? Il a payé une caution à un lobbying. C'est quel lobbying? Herman Cohen, l'ex-ambassadeur des États-Unis au Congo. Oh là là. Mon frère, excusez-moi, moi je crois fermement que votre avis, je la respecte, mais ces choses-là ne peuvent jamais nous faire avancer parce que je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis en train de combattre un combat, c'est-à-dire que nous disons, le président Bush a dit, Hollande a dit qu'on va enlever nos chefs d'État. Donc, cela ne repose que sur des oui-dire, sur la rumeur. Ces choses-là ne reposent pas sur des... Lorsque vous allez me prendre des preuves comme l'a fait un écrivain que j'aime tant, alors on va se battre nous tous sur la fonction des preuves. Mais les lobbying et quoi, mon frère, c'est des choses qui n'ont pas d'assises et de fondement. Nous ne progresserons pas comme ça. Progressons avec des preuves que nous tous, nous pouvons utiliser pour combattre ce combat. Parce que vous savez, ce qui va se passer, par exemple en RDC, et ce qui va se passer dans mon État, tout comme dans les autres États de l'Afrique subsaharienne, c'est que nous nous basons sur des faits que nous ne pouvons pas prouver. Je vais vous donner un exemple. On parlait de la richesse de Mobutu. On a dit que Mobutu a beaucoup d'argent. Mobutu aura été renversé. Personne n'a pu retrouver son argent. Mais parce que ce monsieur a fait des gens, des banques, on ne peut pas mettre la main sur cet argent. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire voici l'argent. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire voici l'argent de Bobo. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire voici l'argent de la Suède. Or, nous, les populations, nous sommes en train de souffrir dans notre tête. Voilà qu'on va l'argent. Est-ce que nous avons des preuves que tel argent se trouve ici? Donc, nous devons nous souder les coudes pour avoir des preuves avec lesquelles nous pouvons réunir l'ensemble de preuves et dire nous avons la preuve que tel que Vital Kamerhe a donné tant l'argent à Tobi, le document il est là, on a pu le photocopier. Quand nous allons récolter toutes ces preuves-là, nous tous en Afrique, on va trouver le moyen de dire, bon, allons demander le compte quand même à ces filles-là. Nous devons nous arranger, mais bien aimés, de telle sorte que nous soyons capables de trouver de la matière juridique et judiciaire pour combattre nos ennemis sur le terrain pratique, sur le terrain juridique du droit international. Nous devons commencer d'agir comme ça. Sinon, tout ce que nous allons dire va enflammer les populations, on va penser que c'est vrai, et quand on va rechercher les preuves de tout cela, nous n'allons pas trouver les preuves, on aura perdu notre temps, on se sera fait mal dans notre âme. Donc, bien aimé, le travail que moi je pense que nous devons faire, c'est ce travail-là. Un travail par lequel nous pouvons contacter des avocats, des bureaux de justice, faire des dossiers solides et commencer d'en parler d'une manière collective pour essayer de renverser ce combat-là. Car les pères des indépendances ont d'abord commencé comme ça. Ils se sont réunis, ils se sont mis en action. Cela a produit, même si l'indépendance est biaisée, mais cela a au moins produit une indépendance politique que nous reconnaissons tous. Bon, sur la bataille politique, je pense que nous pouvons aujourd'hui mieux faire. Par exemple, essayer de demander à nos États qu'on nous rende les comptes sur la gestion des matières premières. On peut se former comme ça, présenter des moratoires à nos assemblées, faire pression pour qu'on en arrive à avoir la vérité sur la gestion de nos matières premières pour savoir qu'est-ce que nous, populations, nous pouvons faire pour renverser ce qui nous font souffrir. Sinon, nous parlerons, ça n'aboutira à rien, ça n'avancera à rien. Et entre-temps, ceux qui veulent prendre le pouvoir l'auront pris, ceux qui veulent faire du mal au pays auront fait le mal et nous n'aurons rien apporté. C'est ça ma contribution. Parce que ces choses-là, nous les entendons presque tous. Dans mon État, on les entend.
en Guinée, on les entend par-ci et par-là. Par exemple, les questions des biens matériels dans mon État, nous avons fait des recherches. Nous savons à quel niveau est-ce que nous en sommes. Essayons de faire tout ce travail-là. C'est un travail qui est possible de faire. Mais si nous disons un tel prend de l'argent pour aller donner à un lobby qu'on lui donne le pouvoir, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas de l'argent cash que les gens ont besoin. Les gens ont tout simplement besoin des contrats d'exploitation minière. Joseph Kabila, ce qui le maintient au pouvoir, c'est qu'il gère les dossiers que son père voulait mal gérer en reprenant le monopole sur certains consortiums, et c'est pour ça qu'on l'a zigouillé. Donc le fils arrive, il dit, bon, mais continuez de faire comme vous voulez. Donc je peux vous dire que ça ne va nous avancer en rien, mais moi les propositions que j'ai faites, c'est que nous devons tout simplement apprendre à nos populations de dire, nous avons besoin des états généraux de nos États. Nous tous avançons avec ce message. Nous avons besoin des états généraux au Congo-Brazzaville. Nous avons besoin des états généraux au Congo-Kinshasa. Nous avons besoin des états généraux en Angola. C'est quoi les états généraux? C'est comme un inventaire d'une boutique ou d'un commerce. Donc, si vous voulez bien que nous puissions avancer, prenons ce langage-là, répondons ce message à tous. Ça, c'est une chose qu'on peut obtenir. Lorsque nous ferons les états généraux, nous saurons ce qui se passe réellement dans nos états. Et en sachant ce qui se passe dans nos états, nous pourrons savoir qui est vincé, qui est laissé au pouvoir ou qui met au pouvoir. Soyons objectifs. Je vous parle de ça parce que vous allez trouver cela dans Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains. Abandonnons un peu le domaine du vulgaire ou de la rumeur. Entrons dans le domaine scientifique de notre opposition, de notre révolte contre nos dirigeants. Demandons une chose sûre, que nous allons très bien expliquer à nos populations. Nous avons besoin des audits nationaux. Nous avons besoin des États généraux. Nous avons besoin de commissions vérité et réconciliation dans nos États. Pour qu'on puisse faire une table rase et avoir un recommencement socio-économico-politique dans nos États. Ça, c'est un message prophétique que tous les Congolais peuvent comprendre. Vous savez qu'il n'y a pas seulement que le discours de la Bolle qui a fait que nous arrivions aux conférences nationales dans nos États. C'est peut-être que chez vous que ça n'a pas réussi, mais chez nous, au Congo-Brazzaville et au Bénin, cela a eu un bon retentissement et nous en avons les fruits. Nous pouvons encore réclamer une telle chose. Expliquons à nos populations c'est quoi le bien fondé des États généraux, des audits nationaux, des commissions de vérité et réconciliation. C'est un message que le peuple peut mieux comprendre. Relayons-le à tous les niveaux. Faisons comprendre ce que ça peut faire, car c'est ainsi qu'on peut régler la question de nos dictateurs. Mais si nous allons tout simplement dire Vital Kamerhe veut faire ça, bon, mais je vous apprends qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire quelque chose. Moïse Katumbi veut séparer le Chaba, le Katanga de la RDC. Bon, tout ça, voilà les gros problèmes que nous avons, que vous avez vous là-bas en RD Congo, et plutôt en RDC. Ça, c'est vos problèmes. Donc, il faut maintenant chercher le bon moyen pour empêcher cela. Parce que nous sommes en train de vivre une époque où ces Occidentaux-là, ces Français, ces Américains, ces Anglais, ces Belges, ces Canadiens et consorts, ils savent que nous sommes en train de nous réveiller, mais pas de la bonne manière. Parce qu'effectivement, ils nous divisent les uns et les autres, ils nous distraient, et nous-mêmes nous entrons aussi dans la distraction. Parce que nous aimons la rumeur, nous aimons des choses sans preuve. Nous ne faisons que parler, mais nous ne nous organisons pas pour faire quelque chose. Qu'est-ce que le blanc a d'extraordinaire? C'est qu'il s'organise quand il a une pensée. Quelqu'un a une doctrine, quelqu'un a un projet, les gens se mettent tout autour. Mais chez nous, en Afrique, quand quelqu'un a un projet, une doctrine, peut-être que tu as raison dans ce que tu es en train de faire, mais au lieu que les gens t'entourent pour que ce que tu voudrais qu'on fasse puisse triompher et libérer nos populations, les gens vont bien au contraire se mettre à te critiquer et à tout faire. Mais sinon, comment on va réussir? Nous avons un même ennemi commun partout en Afrique, pas seulement au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon, mais c'est aussi en Guinée, mais c'est aussi au Nigeria. Hein? Celui qui va devenir dans 10 ans la première puissance économique de l'Afrique. Le Nigeria va surpasser l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui se passe?
Boko Haram est apparu. Poser la question, mais qui arme Boko Haram? Et Boko Haram est en train de faire quoi? Il est en train de reculer la progression du Nigeria. Dans notre État aussi, c'est la même chose. Les gens savent la richesse qu'il y a en RDC. Et par conséquent, il faut mettre des pantins. Et ce sont ces pantins-là qu'il faut combattre. Vous allez les combattre rien qu'en lançant des mots. Essayez de, un peu de vous rapprocher. Faites des mouvements plus sûrs. Frappons. Osons. Moi, c'est ce que je dis, hein, franchement. Nous ne savons pas oser. Nous devons oser. Sinon, parler n'avancera pas. Les paroles s'envolent, mais les actions bien organisées, ce sont ces actions-là qui vont faire avancer nos États. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire, moi j'ai eu une expérience dans mon État, et je suis en train de me préparer pour repartir chez moi. Et quand je vais arriver chez moi, je parlerai tel que je suis en train de parler, avec des propositions, pourvu que la population trouve gain de cause dans ce que je proposerai. C'est ce que nous devrions tous faire. Mais si nous allons lancer tout simplement des pierres dans un océan pour que les pierres arrivent du côté de Cuba, ce n'est pas possible. Une pierre n'arrivera jamais. Personne n'a la force de lancer une pierre qui va traverser l'océan Pacifique. Donc c'est un exemple pour dire, si nous n'agissons que comme ça, vaille que vaille, ça ne va faire rien progresser. Nous devons nous organiser. Il y a des choses qui sont extrêmement simples que nous puissions faire, que je ne peux pas communiquer dans les médias pour nous organiser. Il y a des choses qu'on puisse faire. Mais le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas reconnaître ce que nous ont envoyé. Quand Emery Patrice Lumumba était apparu, essayez un peu d'étudier votre histoire et vous allez vous rendre compte que les ennemis d'Emery Patrice Lumumba, ce n'était pas la population qui l'aimait, qui croyait en lui, mais ceux qui étaient autour de lui, qui n'ont pas su canaliser cette force toute puissante qu'est Emery Patrice Lumumba. Les gens l'ont jalousé. Les gens de Tchombe l'ont jalousé. Vous connaissez l'histoire. Donc, le gros problème que nous avons, c'est celui-là. Si on n'avait pas pu jalouser Emery Patrice Lumumba, la RDC serait un grand État en Afrique, mais pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Parce qu'il était très bien parti. Lisez son livre, vous allez vous rendre compte que les projets qu'il avait, ce sont des projets que jusqu'à aujourd'hui, nos chefs d'État africains ne parviennent pas à réaliser. Ils sont en train de bredouiller là, pour essayer de réaliser le projet qu'avait Emery Patrice Lumumba. Donc, aujourd'hui, mes frères, moi je suis d'accord quand vous avez des informations incendiaires. Ça, c'est des scoops dans le journal de la rumeur africaine. Dès que ça sonne, c'est bien, oh, voilà, voilà. Ça ne nous avance pas. J'ai entendu des choses plus incendiaires. Les dégage, nous les avons écoutés, mais ça n'a rien apporté. Donc, ce qui est vraiment important, c'est celui-là. Bon, quant au libérateur, la parole de Dieu a promis un libérateur pour nos États africains. Mais déjà, comment voulez-vous que ce libérateur arrive? Et comment vous représentez-vous le libérateur? Parce que la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 19, verset 20, nous présente le fait que le Seigneur apportera, le Seigneur nous enverra un libérateur. Mais quand le libérateur en question viendra, vous pensez qu'il sera haut de 6 mètres? Peut-être que celui qui est en train de parler est le libérateur en question. Bon, maintenant, comme vous croyez en la venue d'un libérateur, ce que le libérateur va vous dire ne sera pas aussi extraordinaire que ça. Ça sera une chose dans la portée de nous tous. Mais est-ce que vous jugez ou vous jaugez en dehors de ce que je vous déclare? Est-ce que vous avez lu Mythes et révélations sur la malédiction africaine? Un livre de 640 pages. Vous avez lu? Dans ce livre, on parle du libérateur que Dieu va envoyer et comment il va intervenir. Mais vous n'êtes pas au courant. Pourtant, le livre est sorti il y a 3 ans de cela. Vous cherchez encore le libérateur. Je vous ai dit qu'Ésaïe 19:20 promet un libérateur. Mais comme nous ne savons pas approcher nos idoles, non, j'allais dire nos zéros, excusez-moi, pas nos idoles, nos zéros,
nos leaders d'opinion, nos élites. Mais essayez d'approcher. La souffrance qu'on est en train de souffrir est égale à la souffrance des Hébreux en Égypte. Et Dieu avait promis un libérateur. Et effectivement, maintenant, nous sommes en train de parler, il y a un libérateur qui est quelque part. Mais est-ce que vous êtes en train de sonder? Vous pensez que si Dieu envoie un libérateur, ce sera un libérateur politique, un président de la République? Mais non, le libérateur que Dieu n'envoie ne peut pas être un président de la République. Donc, il devra être un homme de Dieu. Maintenant, écoutez les hommes de Dieu qui parlent à Brazzaville, à Kinshasa, au Nigeria, tout ça, et vous verrez qu'il y a un homme qui se distingue par son message. N'est-ce pas le libérateur? Point d'interrogation. Donc, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Mais en tout cas, le libérateur d'Ésaïe 19, verset 20, va bientôt entrer en action. Et il apportera un message de libération. Mais le problème que vous devez retenir, c'est que pour les Hébreux, il fallait quitter l'Égypte pour aller en Canaan. Mais actuellement, il n'est pas prévu un libérateur qui va amener les Africains où? En Europe? En Asie? Vous voyez? Donc ce libérateur-là a une mission. Mais une mission qui fera quoi? Il faut chercher de savoir quel genre de libérateur vous avez besoin. Est-ce un libérateur qui va créer les États-Unis d'Afrique? Mais pour créer les États-Unis d'Afrique, on n'a pas besoin d'un libérateur. Parce que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, il faut connaître c'est quel libérateur que le Seigneur va envoyer. Et donc, moi je sais qu'il y a un libérateur qui va arriver. Mais quand il arrivera, est-ce qu'on accueillera son message? Et peut-être que le libérateur est déjà en train d'apporter le message. C'est ça. Mais avant qu'il n'apporte son message, ils doivent d'abord faire une grande bataille pour se faire reconnaître. Parce que le libérateur que le Seigneur a promis aux Hébreux en Égypte, dès qu'il est apparu, on ne l'a pas reçu. Et il s'est enfoui. Et il est allé se former auprès de Jéthro à Madian, là-bas pendant 40 ans, avant de revenir lorsque le Seigneur l'a mandé. Il se peut que c'est la même chose qui va arriver. C'est-à-dire que le libérateur arrivera avec son message, il vous le présentera, vous rejetterez le message, on ne sait pas où Dieu l'emportera, jusqu'à ce que les choses s'empirent, et que Dieu lui dise, bon, repars maintenant, car les gens vont maintenant t'accueillir. Il y a un libérateur, ça c'est sûr. Mais si vous ne lisez pas les révélations d'un certain nombre de serviteurs de Dieu, surtout ceux-là qui sont en train de parler actuellement, eh bien, ça va vous être difficile de comprendre qui est le libérateur et quel est le message. Voilà comment je peux répondre à ces questions-là. Et donc, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Maman Feza, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question? Oui, cas, oui. Oui, excusez-moi. Oui, frère Joseph. Il y a quelque chose qui me dérange toujours. Oui. Nous, les Africains, vous verrez les présidents étrangers, que ce soit de l'Amérique, effectivement les présidents américains, la France, la Belgique et l'Angleterre. L'Angleterre, lui, il ne présente pas, mais il se cache derrière les États-Unis et les autres. Ils vont dire qu'ils veulent nous choisir un président. Quand est-ce que moi, Joseph, j'irai aux États-Unis dire que moi je ne veux pas d'Obama et je veux un tel? Et pourquoi nous devons, quand vous regardez, ils partent d'abord là-bas. Cherchez quoi? C'est ça mon problème. C'est là où se trouve le problème. S'il y a un nouveau président qui a pris, il sera toujours dominé par ces mêmes groupes-là qui ont toujours dominé. C'est juste, on a changé la première et mettre encore une autre qui est toujours dominée. Ok, mon frère, je voudrais te conseiller de te procurer 2 de mes ouvrages intitulés « Convaincre l'oligarchie technocrate des présidents africains ». Tu me poses une question, mais dans cet ouvrage sont mentionnées les réponses à tout ça. Comment devons-nous faire de telle sorte que les gens ne soient plus sous la domination
des Occidentaux. C'est là le combat. C'est tout ce que j'ai commencé à vous dire aujourd'hui. Il y a des choses que nous devrons faire. Des choses salutaires pour tous, mais vous devez appuyer vos frères africains, au moins, qui vous apportent des solutions. Commence d'abord par acheter comment vaincre l'oligarchie qui frappe les présidents africains. Et quand tu auras lu tout cet ouvrage, si les solutions que j'ai apportées là-dessus vous plaisent, gloire à Dieu, contactez-moi, dites-moi comment je peux venir à Trinidad et Tobago, faire une campagne pour que tous ceux qui sont soutenus. J'irai partout où les gens peuvent m'appeler pour que cette proposition, cet ensemble de propositions que je fais sur cette problématique-là, nous puissions les régler. Je te dis la vérité, nous tous en Afrique, nous avons la problématique. Ce qui nous manque, ce sont les solutions. On ne voit pas des gens qui ont les solutions. Moi, je vous ai apporté des solutions. Prenez d'abord contact de mes ouvrages. C'est très simple. Écrivez à Amazon Mythe et Révélation sur la malédiction africaine. Écrivez-le. Ils vont vous l'envoyer, vous allez le lire. Tu trouveras que les questions dont on a besoin sont là. Comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains? Le tome 1 va sortir dans 2 semaines. Dès qu'il sortira, il compte à partir d'aujourd'hui 2 semaines. Ce livre-là va sortir. Achète-le, tu vas voir qu'il y a déjà un ensemble une batterie de propositions. Maintenant que vous aurez en main cette batterie en fait, est-ce qu'on va combattre ces propositions ou on va dire, écoutez, c'est les propositions d'un fils d'Afrique, mettons-nous pourvu que cela règle les problèmes que nous avons. Sinon, on va continuer de dire à François, à Barack Obama, pourquoi vous faites ça? On va continuer de dire à Vladimir Poutine, pourquoi les armes à Boko Haram? On va tout dire, on ne trouvera pas de solution. Parce que nous savons tous que c'est ça qui se passe. Mais maintenant, comment devrons-nous nous mobiliser pour vaincre ce système-là? C'est ça que les gens ne nous présentent pas. Mais moi, durant près de 2 heures, je n'ai fait que vous parler de gratitude. Quelqu'un qui vous apporte une solution, il n'apporte pas une solution tonnerre. Une solution qui sera comme un bas magique. Non, c'est des solutions très simples. Mais en les examinant et en nous y mettant, on trouvera la solution à nos problématiques. C'est les mêmes problèmes, nous tous nous les connaissons. Est-ce que tout à l'heure, on disait, Vital, ne fais pas ce que tu fais là, il ne va pas s'arrêter? S'il a pris 3 millions qui est allé dans son sang, 3 millions, vous savez, ça fait combien? C'est presque 1 milliard. 500 millions. Disons, oui, 3 millions. Ça dépend de la parité. C'est peut-être 3 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, 3 milliards de francs CFA. Avec 3 milliards de francs CFA, on peut créer 300 petites et moyennes entreprises. 3 milliards de francs CFA, on peut créer 300 petites et moyennes entreprises. Mais pourquoi Vital Kamerhe préfère donner cet argent que Rwandais lui donner? Oui. D'accord. Donc, le problème, c'est celui-là. C'est la question de valoriser les propositions que nous avons pour faire avancer nos États. Allô? Oui. Moi, je suis algérien. D'accord, vous êtes entier. C'est une bonne chose. Quoi? Allô? Oui, j'écoute votre question. Oui. Ça, je ne comprends pas le français. Vous ne comprenez. Ah,
Bon, je suis désolé. Ah, d'accord. Ok. Bye. Au revoir. Voilà donc les gros problèmes que nous avons, mes frères. Nous avons aujourd'hui une problématique que nous pouvons régler si nous tous, nous sachons tout simplement ce qu'il nous convient de faire et que nous puissions nous souder les uns et les autres. Organisons-nous. Il y a des choses, peut-être que, moi je vous le dis toujours, nous devons être quand même sages lorsque nous passons dans les médias. Dès que je vous déclare, j'ai écrit tel ouvrage, prenez contact, lisez. Quand vous allez lire, vous verrez quel c'est que cet ensemble des propositions que je suis en train de faire aux Africains. Mais par la grâce que nous avons reçue de Dieu, lorsque nous libérons telle chose, ça ne veut pas dire que c'est la totale. Parce que les choses plus grandes sont légables pour les moments visibles. Donc, il y a plein de propositions. L'analyse que vous faites, partout où je passe, j'ai intervenu sur Fréquence le samedi passé. Après, j'ai eu avec les journalistes des entretiens très, très fructueux. Donc, les questions que nous nous posons partout, ce sont les mêmes questions. C'est comme par ondulation que nous sommes tous en train de voir en quelque sorte excitation pour poser ces questions. Et quand j'essaie de communiquer la réponse, les gens se disent oh, mais vous, les choses qui changent le monde ne sont pas des choses compliquées. Étudiez l'histoire du combat entre le bolchevique et le menchevique. Vous allez vous rendre compte que franchement, une question, c'était une question de famine. Les gens étaient affamés, étaient sourds, ils avaient du pain. Et de là pour partir la révolution bolchevique qui a créé l'URSS. Une solution et tout. Il fallait trouver comment donner du pain aux gens de la ville de Bourg. Vous voyez, frère? Et toute une révolution est partie de là. Nous avons ce même problème. La solution, elle est là. Mais vous avez toujours dit, toujours les médias. Ça sera très important. Donc, en contact physique, quand même, il y a des choses que je n'aime pas dire. Parce que nous sommes écaillés. Donc, commencez d'abord par lire. Parce que là, j'ai ouvert plus de temps. Vous allez voir des solutions. Et si vous trouvez que ce que je suis en train de vous proposer est bien, sachez qu'il y a encore d'autres cartouches qu'on réserve. Donc, nous avons la possibilité de changer tout ce qui est de se passer actuellement. Mais entre-temps, nous qui croyons au Dieu vivant, nous sommes au four et au moulin pour essayer un peu de limiter les dégâts avant que nous les descendions au pays que nous devons faire. Nous sommes en train de demander à Dieu que certaines choses n'arrivent pas. En tout cas, je peux te rassurer que l'Amérique ne sera jamais président. Je peux te dire, si tu veux rester en paix, pas en paix. Quel d'autre me peut dire? Quand on a entendu qu'il y a des gens qui veulent diviser, souvenez-vous de la prophétie que j'ai donnée. Je ne suis même pas que ça arrive. Je ne suis pas d'accord que le Soudan se soit divisé en Soudan et Soudan du Sud. Je ne voudrais pas que ça se répète par RDC. Je voudrais que ça se répète même pas pour un petit État comme la Guinée. Parce que notre but, ce n'est pas la victoire de nos États. Nous sommes en train de lutter la réalité États fédéraux en Afrique. Les États du Nord doivent constituer un État. L'Afrique centrale doit constituer un État. L'Afrique de l'Est doit constituer un État. L'Afrique australe doit constituer un État. L'Afrique de l'Ouest doit constituer un État. C'est plus des propositions. Donc, vous entendez que les gens sont entêtés sur encore les enjeux dans l'État de l'Afrique centrale. Donc, si vous pensez vraiment qu'un prophète de l'autorité, je devrais conduire, oui, c'est pas accompli que de voir la destruction de nos États. Parce que nous avons des projets plus grands encore que l'accomplissement d'une prophétie. Une prophétie, c'est tout simplement ce que le Seigneur est arrivé
Et si quelqu'un est intelligent, il va faire ce que Dieu veut, il pourra recevoir la grâce de Dieu. Je renverse l'oligarchie kleptocrate des présidents. Nous allons renverser l'oligarchie kleptocrate. Nous allons mettre fin à cette dictature de la minorité sur la majorité. Et ça, même nos autorités eux-mêmes commencent à se rendre compte que franchement, ils n'ont plus assez de temps pour continuer de dominer sur nous. Ils doivent là, ils doivent jeter de... Vous connaissez le collier de renard? Ils doivent jeter là, le fromage. Ça doit tomber sur nous les renards qui souffrent de faim là. On doit se manger d'une manière égale. Cherchons la répartition des richesses doit désormais être équitable. Et nous avons la capacité de pouvoir le faire. Si ce problème, c'est pourquoi non pas les dirigeants, n'importe quel dirigeant dans un système rénové, dans un système réformé, n'importe qui, dans un système réformé, fera toujours ce que le système impose. Donc combattons ce système-là. C'est un système. Ça peut se combattre. Quand les gens ont écrit l'Afrique répond à Nicolas Sarkozy, ils ont abordé la problématique, mais n'ont même pas donné des solutions. La France-Afrique continue toujours. Mais parce qu'ils n'ont pas proposé des solutions. Nous n'allons pas répercuter un message qui n'a pas de solution. Donc attendez cet ouvrage-là qui propose des solutions et on verra dans 2 semaines comment vaincre l'oligarchie kleptocrate des présidents africains. Tome 1 sera sur le marché. Vous pourrez l'attraper en le commandant chez Amazon.fr, Dilicom, chapitre.com. Commandez ces ouvrages, lisez-les, parlez-en autour de vous, mettons-nous en action car ce sont des propositions pour le salut de tout le monde. Ne pensez pas que les propositions qui vont sauver nos pays viennent de nos dirigeants. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne donne pas quand même et le beurre et l'argent du beurre. C'est comme ça que nous le disons. Dieu ne peut pas donner et la force et la richesse. Il ne peut pas donner et la sagesse. En fait, c'est quelque chose comme ça. Mais nous avons des propositions qu'eux ne peuvent pas avoir parce qu'ils sont dans les palais présidentiels. Mais nous qui vivons dans la basse société, nous avons des propositions et nous commençons à les faire. Et nous savons aussi comment faire triompher ces propositions-là. Donc, nous avons les mêmes préoccupations, mais il faudrait désormais faire des propositions. Et les propositions, c'est le plus souvent pas les mêmes que nous attendons. Parce que nous pensons que si les tels chefs d'État sortent, eh bien, non, ça ne va rien régler. Tant que nous n'avons pas vaincu le système, tant que nous n'avons pas encore vaincu le système, je veux vous dire, comment le chat parvient-il à tuer un serpent? Le chat se connaît. Il sait que sur sa patte, il tend la paume de sa patte au serpent et le serpent mord. Un venin est sorti. Lui, il lèche le venin. Parce que quand c'est déjà sorti et que c'est sur quelque chose, ça n'a plus de puissance. Ça a la puissance quand il est à contact. Il lui tend, il jette le venin, il lèche, il lui tend jusqu'à ce que le serpent n'a plus de puissance dans son venin et il écrase. Nous sommes capables de le faire. Et c'est ce que nous voulons faire. Maintenant, quitte à nos ennemis de comprendre ce que ça veut dire cette parabole-là. Je suis en train de t'ouvrir, mon frère Mvumbi. Hein? Mais il ne faut pas que... Il faut que tu t'arranges pour que le nom Mvumbi puisse être coté, parce que le nom Mvumbi signifie la mortalité. Et c'est pas bon, sinon que ton message ne retentira pas auprès des gens, parce que Mvumbi, ça signifie la mortalité. Bon, c'est vrai que c'est pas possible de pouvoir changer ce nom, mais tu as la capacité de trouver un autre nom en entreprenant quelque chose. En tout cas, frère Joseph, je préfère le nom de Joseph, parce que c'est prophétique. C'est le prince sauveur. Joseph signifie le prince sauveur. Ce nom-là est mieux prophétique. Et donc, je voudrais te dire à la fois prochaine, parce que j'ai parlé plus de 2 heures et tout à l'heure, je venais de parler aussi à l'église pendant 2 heures. Je suis vraiment fatigué. Nous continuerons notre entretien pour la fois prochaine. Frère Patrick, lui, à la fois prochaine. Maman Feza, à la fois prochaine. Il est 22h33.
nous pensons que le Seigneur va bénir notre frère Joseph Lokonvumi, notre frère Patrick Pierre-Louis et tous ceux qui nous ont suivis. En tout cas, les propositions pour sauver nos États sont là. Dieu en a déjà pourvu et nous sommes en train de mettre à la disposition de tout le monde. Mais ce n'est pas seulement ces nouvelles propositions, car nous avons déjà tellement apporté des propositions. Le malheur est que le public n'aime pas écouter leur propre leader, leur propre élite. Si ce que moi j'ai écrit, c'est le blanc qui a écrit, les gens auraient fait une ruée pour s'acheter ces ouvrages-là et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme c'est leur frère noir qui écrit, et donc ils ne veulent pas s'acheter, mais à Dieu ne plaise, il y a mieux que le Seigneur va faire pour que nous puissions parvenir à notre véritable libération. Que Dieu bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci maman Feza pour cette sollicitude une fois de plus, cette avancée dans le royaume de Dieu. Nous continuerons à apporter notre contribution le dimanche prochain à la même heure. Et donc, je te dis bonsoir maman Feza. Non, le frère.